Good morning, afternoon, evening, ladies and gentlemen. We would like to welcome Mesdames you et all messieurs, the opening bonjour. session of the 19th International Anti-Corruption Je Conference. vous souhaite My la name is Kim bienvenue à la séance Yeon-jin, your plénière MC for this d'ouverture de la session. It is my 19e great honor and my IACC. Je suis pleasure Kim to be here. Yeon-jin et A global animatrice community de of cette anti-corruption séance. experts have contributed to the Les program of the experts 19th anticorruption se IACC. During réunissent this dans le conference, monde more than entier pour 500 speakers will cette participate in 19e discussion under the IACC. theme Plus of de Designing 500 2013 intervenants Truth, Trust and Transparency, participent ensuring that pour the fight against corruption concevoir is at the center of the 2030 post-pandemic world. vérité et So we will transparence hear from experts working et on the ground and la experimenting with confiance. new Vous practices allez to advance the partager des anti-corruption agenda. expériences des We hope activistes all of the sur le terrain et attendees nous will show allons your support and écouter continued les interest histoires until des the end of this activistes qui œuvrent conference. sur le terrain pour IACC renforcer 2020 la is lutte now being contre live la streamed for corruption. global Je vous attendees sollicite and pour votre simultaneously soutien interpreted continu. Cette in 6 food séance and est official languages diffusée en and direct Korean. et So l'interprétation you could choose simultanée sera language you want assurée from the dans les agenda 6 langues page of the officielles de website for l'ONU all et the en attendees. coréen. For your Vous pouvez information, the choisir studio votre in langue Korea préférée has been et compliant with dans all the le menu requested en bas de votre COVID-19 preventive écran measures et required by the dans la government. salle So we would actuelle like to où se ask déroule cette speakers séance, les in mesures Korean sanitaires sont studio to respectées take de off façon masks for rigoureuse. the Une fois other la séance speakers and lancée, les attendees while you're intervenants on the coréens ici stage. présents The sont session invités is à being enlever held le under the masque theme pour of prendre la Designing parole. Le 2030, thème Truth, de cette Trust and Transparency. session, c'est During the concevoir session, if you 2030, have any questions or vérité, comments, confiance et please feel free transparence. to leave Pendant them la on séance, chat vous window. pouvez laisser For this librement session, we vos invite questions moderator dans la Mr. Ruben fenêtre Lufuka, chat. Vice Chair Le of modérateur de Transparency cette séance International. est So, Ruben Lufuka, Vice vice-président President de Lufuka, when you're Transparence ready, please internationale. proceed. Vous êtes prêt, monsieur? Vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants du monde entier à cette séance plénière d'ouverture. Aujourd'hui, la thématique, c'est concevoir 2030, vérité, confiance et transparence. La pandémie de COVID-19 continue à sévir. Mais nous sommes réunis ici à l'état de droit et les normes démocratiques sont sapées dans le monde entier. Pendant les 10 dernières années, les engagements anticorruption ont été faits, mais ces promesses n'ont pas été tenues. Compte tenu de cette influence de la pandémie à 19, il est temps qu'on passe à l'action. La propagation des crimes et le manque de la confiance. Pour les résoudre, il faut des actions concertées et collectives. Et comment réaliser l'agenda à 2030? Comment concevoir 2030? La vérité, la confiance et la transparence doivent être les fondements de nos politiques. Pour y arriver, que doit-on nous faire? Nous allons essayer de trouver les réponses à ces questions. Nous avons des intervenants éminents qui participent à cette séance. Tout d'abord, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et M. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Il est également président de la fondation Ban Ki-moon. Et nous avons aussi ici avec nous Monsieur Peter Hagen. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser Mesdames et messieurs, chers partenaires dans notre lutte contre la corruption, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau à la conférence internationale anticorruption en Corée, où nous étions en 2002 lors de la 11e conférence internationale anticorruption. Et nous avons passé un merveilleux moment ensemble en présentiel à ce moment-là. Aujourd'hui, on se voit virtuellement, mais je suis vraiment très
très enthousiaste. C'est un grand honneur pour moi de vous saluer et en particulier de vous remercier aussi, Madame Labelle et son équipe, pour avoir à nouveau réussi à vous rassembler tous dans notre combat contre la corruption. C'était il y a 25 ans, il y a presque exactement 25 ans, lorsque j'ai assisté à l'ensemble de la conférence sur la corruption à Pékin. Et à la fin de cette conférence, on m'a proposé de gérer et en fait de diriger et de créer et établir la conférence internationale à l'avenir. Et j'ai été très, très heureux d'avoir pu entreprendre cela. Et mon ami proche à l'époque, le directeur général de Transparence internationale, Jérémy Pape, était très enthousiaste à l'idée d'entreprendre cette initiative. Donc, je suis très heureux de vous voir tous ici. Et en fait, nous formons une immense communauté de personnes puissantes et courageuses luttant contre la corruption. Yes, I just got connected. They had to connect me automatically, so I just got connected. Thanks. Okay. Thanks, Phoebe. Bye. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Nous allons à présent inviter M. Antonio Guterres qui participe par la vidéo et s'en suivra la vidéo de M. Ban Ki-moon. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser mes sincères salutations à cette conférence importante sur la lutte contre la corruption et ses menaces contre la paix et la justice. La corruption dilapide les ressources publiques, sapant le développement inclusif et durable ainsi que les sociétés pacifiques. Elle fâche les gens à juste titre et érode la confiance dans les gouvernements et leurs leaders. La pandémie de COVID-19 augmente le risque de corruption allant du secteur de la santé à la commande publique, au plan de stimulation et au fonds de secours. Une reprise puissante doit inclure des mesures pour prévenir et combattre la corruption et les pots de vin. Les Nations unies fournissent des soutiens au gouvernement pour inclure de telles mesures dans leur plan de réponse sur la base de la Convention des Nations unies contre la corruption. La réunion d'aujourd'hui est une chance importante pour discuter comment les gouvernements, les organisations internationales et la société civile peuvent travailler ensemble pour renforcer des mesures anticorruption, contribuant à une forte reprise à la réalisation de l'agenda 2030. Nous devons faire plus afin de prévenir et réduire la corruption. La session spéciale de l'année prochaine de l'Assemblée générale contre la corruption est une opportunité que nous ne devons pas manquer. L'enjeu est trop important. Je vous souhaite des discussions productives. Je vous remercie. Je vous remercie de votre introduction chaleureuse. Monsieur Ruben Rifuka, vice-président de Transparence internationale. Honorable Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Honorable Monsieur Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE. Dr Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Monsieur Borje Brende, président du Forum économique mondial, Monsieur Masatsugu Asakawa, président de la Banque de développement de l'Asie, Madame Marie Elka Pangitsi, directrice générale de la Banque mondiale. Chers distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur de m'adresser à vous dans le cadre de la session plénière d'aujourd'hui à la 19e conférence internationale anticorruption. Et j'ai le privilège de prononcer ces remarques à un moment aussi important, alors que nous nous efforçons collectivement de renforcer la vérité, la confiance et la transparence pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies avant 2030. Mes sincères remerciements vont aux hôtes du
la 19e IACC, donc Mme John Yanni, qui est la présidente de la Commission anticorruption et des droits civils de la République de Corée, est également à ses organisateurs et aussi au Conseil de l'IACC et à Transparence internationale pour m'avoir invité à participer aujourd'hui. Ma gratitude va également aux partenaires de la 19e IACC, DANIDA, PMZ, GIZ, PNUD et USDOS pour leur généreux soutien à cette conférence opportune. En effet, nous sommes aujourd'hui confrontés à une série de crises convergentes et à une incertitude mondiale accrue. La pandémie du COVID-19 continue de bouleverser nos économies, nos sociétés et notre mode de vie. Dans le même temps, nous assistons à une érosion troublante des fondements de la démocratie, de l'état de droit et de la transparence partout dans le monde. À cet égard, il n'y a jamais eu de moment plus important pour établir un programme mondial de lutte contre la corruption solide et coopérative pour aider à mettre en synergie les réalisations des ODD des Nations Unies et la réalisation de l'avenir que nous voulons. Chers distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme 2030 et ses ODD sont l'une des réalisations les plus importantes de l'ONU et l'une de mes plus fiers accomplissements en tant que secrétaire général. Adopté par 193 pays en 2015, les ODD fournissent à l'humanité et à notre planète un plan de collaboration pour résoudre les problèmes les plus critiques d'aujourd'hui et garantir que nous ne laisserons personne de côté. Les ODD offrent également une feuille de route viable pour reconstruire nos sociétés de manière plus durable, inclusive, transparente et résiliente après la pandémie COVID-19. 5 ans après leur adoption, les ODD ont fait des progrès pour améliorer les taux de mortalité maternelle, mettre fin à la pauvreté à la faim et améliorer la qualité de l'eau et de l'assainissement. Mais les progrès sont inégaux sur les autres. Et le COVID-19, les conflits, le changement climatique et la corruption dans le monde entravent et inversent la mise en œuvre des ODD. Dans cet esprit, nous devons aller de l'avant avec une urgence et une volonté politique redynamisée parallèlement à la puissance des partenariats de coopération multipartite qui ne restent que 10 ans. Nous devons forger un partenariat tripartite entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Aucun pays, aussi puissant ou ingénieux qu'il soit, ne peut le faire tout seul. Nous avons besoin d'un partenariat mondial et donner la priorité à l'ODD 16, qui est un véritable objectif habilitant et qui a un impact transversal notable avec tous les autres ODD, est essentiel à cette fin. En effet, l'ODD 16, c'est-à-dire l'accès à la justice pour tous, et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux, nous enseigne l'interconnectivité essentielle des questions de développement, de paix et des droits de l'homme, ainsi que la nécessité de les renforcer grâce à une approche holistique en combattant la corruption, en améliorant la transparence, en combattant les flux financiers illicites et en renforçant l'accès à l'information. Sans atteindre l'ODD 16, il sera difficile de s'attaquer de manière globale
au conflit, à la faiblesse des institutions, à l'insécurité et aux obstacles à la justice dans toutes les régions pour favoriser les conditions requises pour que le développement durable s'enracine et aide à stimuler notre relèvement après cette pandémie. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans ces contextes, vous, les éminents participants à cette 19e conférence internationale anticorruption, avez une opportunité extrêmement importante de contribuer à l'établissement du programme directeur de lutte contre la corruption pour 2030, ancré dans les 3 T en anglais: la vérité, la confiance et la transparence. Le COVID-19 et d'autres défis mondiaux, tels que la corruption et les changements climatiques, ont souligné notre interdépendance fondamentale. Ils ont également indiqué de plus en plus clairement que nous avons besoin de solutions mondiales fondées sur la coopération et les partenariats pour accroître la durabilité, la transparence, l'inclusivité et la prospérité pour tous et pour notre planète. En tant que tel, je vous demande humblement de soutenir les ODD dans votre travail en cours, au cours des prochains jours et au-delà. Avec une vision globale transformatrice, vous pouvez contribuer à réaliser la justice et l'intégrité pour tous. Mesdames et messieurs, travaillons ensemble pour rendre ce monde meilleur pour tous, où personne n'est laissé pour compte. Je compte sur votre leadership et votre ferme engagement. Je vous remercie pour votre attention. Thank you very much. Thank you to Mr. Antonio Merci Guterres beaucoup and, Mr. Ban Ki-moon for à those Monsieur le initial secrétaire opening remarks. général Antonio Guterres et Monsieur Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU. Merci pour vos discours d'ouverture. Vous avez bien posé le ton pour notre discussion. Maintenant, je vous présente l'intervenant suivant. Je voudrais vous présenter tout d'abord Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI depuis il est également la vice-présidente de la Commission européenne et elle s'est chargée de l'élaboration du budget et plusieurs enjeux. Bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le comité d'organisation pour avoir organisé cette conférence remarquable. Je voudrais envoyer mes condoléances à Monsieur Jim Wolfenson, qui est décédé la semaine dernière. Il a été mon ami et mon boss également. Jim a laissé des exploits remarquables. Et je pense que nous devons rendre honneur à ses exploits, surtout pour son discours de 1996, donc la célèbre expression de cancer de corruption. La corruption extirpe des ressources des vulnérables pour bénéficier aux riches et aux entreprises. Et les fonds d'investissement sont également détournés. Ce sont leurs paroles, ces paroles. Et les fonds humanitaires ne sont entravés, déviés de leur utilisation destinée et entravent une croissance durable. Et il a lutté contre la corruption, mais ces luttes ne sont pas finies parce que malheureusement, les efforts anticorruption doivent continuer. C'est notre mission.
Notamment dans la situation actuelle, ces efforts sont d'autant plus importants que nous nous concentrons sur ces efforts anticorruption parce que dans cette crise sanitaire et économique, la situation est la pire. Une multitude de personnes sont dans la souffrance. Chaque financement compte et on peut protéger la subsistance de chaque personne. Sans la confiance dans les gouvernements, les politiques, les mesures sanitaires et préventives ne seront pas suivies. La corruption sape cette confiance et les dépenses des investissements publics sont également ébranlées. Nous sommes conscients de l'importance de ces enjeux. Il est temps de saisir cette opportunité pour lancer des activités anticorruption et il faut voir à long terme. Je voudrais vous présenter des plans de relance d'urgence menés par notre organisation. Le financement de secours est attribué aux 78 pays dans le monde. À travers ces finances, la responsabilisation et la transparence sont renforcées et les soutiens financiers nécessités sont fournis en temps opportun et nous œuvrons pour protéger les vulnérables. Je pense que vous m'avez déjà entendu parler de ça, que les dépenses doivent être faites à des usages nécessaires. Il faut garder les reçus. Donc, pour souligner la responsabilisation. Plus concrètement, cela veut dire que nous avons besoin de mettre en œuvre des actions concrètes. La Banque centrale doit gérer l'utilisation et l'usage de ces fonds. Pareillement, le FMI, à travers plusieurs mesures, doit vérifier si l'utilisation de nos fonds est justifiée et aussi pour la mise en œuvre des activités anticorruption concernant surtout la commande publique, l'approvisionnement public et surtout pour la propriété effective. En outre, un autre point qui mérite notre attention, c'est que les pays doivent renforcer leur surveillance, surtout notamment les dépenses. Pour une bonne utilisation de ces dépenses, c'est là que nous vérifions les reçus, si les fonds sont bien utilisés. Honduras, Guatemala, etc., dans plusieurs pays, mettent en œuvre ces systèmes de gestion pour mettre en œuvre des financements contre le COVID-19. Et dans les organismes d'audit, mènent des investigations d'audit concernant la mise en œuvre des financements contre le COVID-19 et aussi concernant la réglementation. Les pays membres doivent être réalisés de façon égale et dans ce processus, la transparence et la confiance doivent être mises au centre de ces politiques. Et nous avons des meilleures pratiques qui sont partagées entre les pays pour apprendre des uns et des autres. À travers ces bonnes pratiques, nous pouvons en tirer des renseignements et on peut les appliquer pour aider les vulnérables. Les plus défavorisés sont les plus grandes victimes de cette crise économique et de COVID-19. Et le budget alloué à l'éducation et à la santé, surtout dans les pays défavorisés, sont minimes avec la corruption qui règne. Avec la corruption, on ne peut pas fournir des services publics, sanitaires et économiques.
Et donc, dans les pays, la corruption sévit, donc à travers des activités anti-corruption, nous devons mettre en œuvre des stratégies à long terme pour protéger des habitants des collectivités locales. Il faut du temps pour éradiquer la corruption, donc il faut de la patience. Nous sommes en train de mettre en œuvre plusieurs mesures et avec la participation des gouvernements, ils suivent nos cadres de travail. Mon prédécesseur a joué un grand rôle dans ce domaine. Dans les 6 domaines, nous menons des anticorruption, un financement, une banque centrale, la réglementation du marché, l'état de droit, la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Et au-delà des frontières, il y a des trafics des commerces. Donc, nous menons des investigations pour détecter la corruption. Donc, entre autres, pour prévenir les pratiques pots de vin en Suisse, à Tchèque, etc. De leur propre initiative, ils participent dans ce programme et nous induisons la participation d'autres pays également. À travers la transparence des données, nous voulons habiliter nos concitoyens et nous vérifions l'usage de ces fonds destinés à des concitoyens. Et aussi, je voudrais féliciter la société civile. Elle joue un rôle primordial dans cette situation pour rendre notre monde meilleur. Je leur exhorte de continuer leurs efforts. Merci beaucoup. Thank you for those initial words. Merci beaucoup That's the pour IMF Managing vos Director. I now propos. have the Donc, c'était pleasure to directrice introduce Mr. générale Angel du Gurria, FMI. the Donc, Secretary maintenant, je General vais donner of, la the parole à Organization Monsieur for Angel Economic, Gurria, secrétaire général de l'OCDE. Donc, il a il est secrétaire général de l'OCDE depuis 2016 et il a également travaillé au ministère des Finances aussi. Donc, vous avez la parole, Monsieur Gurria. Chers amis, en premier lieu, j'aimerais bien en faire rendre hommage à Jim Wolfenson. Donc, il a lutté contre la pauvreté, il a lutté contre la corruption et il a lutté pour le développement. Je suis très heureux de participer à la conférence internationale anticorruption de cette année. Et je tiens à remercier également la Commission anticorruption et des droits civiques de la Corée d'avoir organisé cet événement très important. Alors, nous nous rencontrons dans une heure sans précédent et le sujet d'aujourd'hui est très opportun. Alors, l'un des éléments importants pour reconstruire mieux, c'est restaurer la confiance dans nos institutions, restaurer la confiance dans nos économies. La crise du COVID-19 nous a donné une opportunité unique pour reconstruire cette confiance. La confiance est un pilier nécessaire pour la société. Donc, nous avons souffert d'un manque de confiance même avant l'arrivée du COVID-19, mais ça a vraiment aggravé la situation. Le virus a coûté la vie à plus de 500 000 habitants dans le monde. Ça a vraiment augmenté notre société et ceci également augmente l'insécurité sociale et réduire la confiance. Et ça a également eu beaucoup d'impact socio-économique. Alors, la crise a également aggravé les défis de la corruption, c'est-à-dire le secteur public et le secteur privé sont exposés au risque de corruption. Donc, il y a également un manque de confiance qui mise sur la réponse à la crise, surtout en ce qui concerne nos efforts pour
vers le chemin plus inclusif et durable à l'horizon 2030. Donc, les leaders ne sont pas les seuls à reconstruire mieux. En fait, les leaders ont besoin de leurs citoyens. Alors, l'OCDE, le cadre de confiance de l'OCDE montre un niveau élevé de l'intégrité, l'ouverture, de la responsabilité et de la fiabilité des institutions. Et voici des éléments clés pour restaurer la confiance publique vis-à-vis des gouvernements. Lorsqu'on est en train de promouvoir l'intégrité, l'OCDE ne travaille pas tout seul. En mai cette année, nous avons lancé le livre sur l'intégrité de la transparence pour promouvoir les efforts anticorruption et promouvoir l'intégrité publique. Par exemple, nous souhaitons créer une culture organisationnelle saine et transparente qui est essentielle pour résoudre les problèmes liés à la confiance publique. Nous avons également lancé une série de webinaires qui s'appelle « Construire un nouveau paradigme pour la confiance publique ». Alors, l'OCDE est en train de résoudre les problèmes liés aux taxes, aux crimes de taxes, aux crimes fiscaux ou détournement des fonds du public. Alors, nous avons besoin de tout ceci parce que nous sommes en train d'accroître la transparence fiscale domestique et internationale à travers des 10 principes pour la lutte contre les crimes fiscaux. Ceci est très important parce que les pays se focalisent pour reconstruire leur budget ou les trésoreries après la pandémie. Nous sommes en train de restaurer la confiance dans le domaine privé, donc à travers les initiatives liées aux affaires. Donc, il y a une plateforme pour partenariat et une action conjointe entre les entreprises, le gouvernement et les parties prenantes. Alors, une plateforme vise à catalyser une bonne pratique et promouvoir les mises en œuvre efficaces des normes l'OCDE principaux, par exemple la Convention anticorruption ou les guidelines MNI et également le principe de la gouvernance corporate. Donc, l'OCDE travaille avec le G20 et également d'autres forats mondiaux. Donc, ceci est vraiment primordial pour accroître la mondialisation basée sur le droit de l'État. Et il sera très primordial pour les pays pour s'adhérer à la Convention anticorruption. Donc, il y a une équipe de travail pour faciliter ce processus. Donc, c'est vraiment une initiative très encourageante et j'espère que d'autres pays G20 vont contribuer énormément à construire un système multilatéral plus transparent. En dernier lieu, la corruption, le pot-de-vent, la fraude et l'évasion fiscale coûtent beaucoup aux pays en voie de développement, 1 000 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Donc, c'est un argent qu'on ne peut pas vraiment couvrir ou payer pour tous. Donc, il y a des recommandations de l'OCDE en ce qui concerne la gestion des risques de la corruption. Donc, nous sommes en train de soutenir les acteurs de la coopération de développement pour mieux gérer ou bâtir le système de la gestion de risques liés à la corruption. Alors, tout ceci sont des efforts anticorruption qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. Donc, les gouvernements dans le monde entier continuent à travailler et continuent à répondre à la pandémie. Donc, restaurer la confiance publique est valable, est très précieuse. Et c'est la seule façon de reconstruire nos économies, la seule façon de reconstruire nos sociétés de manière inclusive, la seule façon d'émerger plus puissant, plus unifié après cette crise.
Alors, je vous rassure que l'OCDE va continuer à travailler de manière étroite avec vous tous et toutes, et pour vous tous et toutes, parce que nous sommes en train de travailler pour les efforts anticorruption, pour l'intégrité, parce que nous sommes en train de reconstruire mieux ensemble avec vous tous et toutes. Merci. Thank you very much, Mr. Gurria, Merci for beaucoup, that statement. We've had two Monsieur very Angel important statements Gurria. from the IMF and OECD. Now, my honor and privilege to introduce Dr. Marie Nous avons donc écouté Monsieur Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE. Maintenant, je vous présente Madame Marie-Eka Pangestu, directrice générale de la Banque mondiale. Et elle a également été ministre du Tourisme et de l'économie créative de l'Indonésie. C'est un grand plaisir de pouvoir prendre la parole à cette séance plénière d'ouverture de la 19e IACC. Moi aussi, je voudrais parler de l'évolution dans la matière jusqu'au milieu des années 90. Le mot de corruption n'était pas bien évoqué. On prenait l'euphémisme que c'était une économie qui coûtait beaucoup. Et en fait, ça fait pas longtemps qu'on a commencé à utiliser le terme corruption. Et comme l'a été dit par Monsieur le secrétaire général, il a joué en... Oui, donc Monsieur Jim Wolfenson a également évoqué l'expression célèbre de cancer de corruption en 1996. Le mot corruption a été commencé à utiliser en Indonésie lorsque Monsieur Wolfenson l'a provoqué et l'organisme anticorruption a été créé. Nous avons vu plusieurs évolutions, mais grâce à ces évolutions, la transparence et les systèmes de confiance ont été instaurés pour mener des activités anticorruption. Il faut continuer ce chemin. Et donc, en amont, nous devons assurer la transparence, instaurer des systèmes et des mécanismes du gouvernement sont instaurés. Donc, nous sommes arrivés à ce stade-là et il faut aller encore plus loin. Mais je pense qu'il faudrait plus de temps. C'est pour cette raison que je suis heureuse de la tenue de cette conférence. C'est un petit peu reporté, on est réunis en ligne, mais je peux ressentir la passion et les énergies des intervenants et l'ensemble des participants qui sont connectés. Et je peux sentir votre intérêt renforcé vis-à-vis des luttes contre la corruption. Alors, comment rendre réels nos engagements et comment préparer des solutions? Alors, l'ensemble des parties prenantes doit être mobilisé. Vous en avez beaucoup parlé et je pense que le moment est opportun pour le faire justement parce que nous faisons face à une crise sans précédent. Pendant plusieurs décennies, nous avons accumulé des évolutions et elles doivent être continuées et il faut atteindre nos objectifs et nos agendas 2030. Plus de 120 pays reçoivent nos soutiens financiers et 1,2 milliard de vaccins et 16 milliards de fonds pour 16 milliards de fonds sont également injectés, mais en fait, ce genre d'aide étrangère peuvent être la source d'une nouvelle corruption et peuvent faire souffrir les plus vulnérables et ils sont déprivés des ressources et aussi nous constatons le manque de la confiance dans les institutions et c'est très important pour la restauration de ces institutions et des systèmes. La confiance des citoyens
compte également. Et les actes de coopération nécessitent la confiance. C'est pour cette raison que nous devons nous attaquer à cet enjeu. Pour préparer l'année 2030, comment gérer la corruption et comment renforcer la confiance? Il faut créer quelque chose de meilleur, ce qui veut dire qu'il faut renforcer la transparence et elle doit être appliquée dans l'ensemble des différents domaines socio-économiques. Nous avons besoin des efforts et des approches nouvelles. Il faut prévenir l'érosion de la transparence et de la confiance et dans le processus de la reprise post-Covid. Si on mène de façon souhaitable des activités anticorruption, je pense que nous serons à même de réaliser les objectifs ODD et l'agenda 2030. Et la transparence et la confiance sont nécessaires pour instaurer un cadre de coopération et avec la bonne gouvernance et la transparence, les fonds seront utilisés à leur fin destinée. Pour ce faire, nous devons collaborer ensemble. Il y a plusieurs programmes dans la Banque mondiale et se basent sur la transparence et la confiance et se basent sur les mesures de promotion de la confiance. Nous avons mis en œuvre de façon rapide des mesures nécessaires. Je pense que la commande publique est un domaine surtout fragile et la transparence doit être garantie dans les programmes et nous nous basons sur nos expériences du passé. Dans notre chemin vers 2030, il faut élargir notre définition de la corruption et je voudrais partager quelques mesures. Chaque acteur participe activement, c'est pareil pour la Banque mondiale et surtout pour la propriété effective et pour les pays des paradis fiscaux, il faut souligner et utiliser la technologie pour résoudre les problèmes. Bien sûr, nous avons le problème de vie privée. La technologie n'est pas une panacée, mais elle peut être une bonne solution dans les pays en voie de développement. Et à travers les expériences, nous pouvons apprendre les uns des autres et à travers des mesures incitatives. Et il faut nous puiser de nos mécanismes traditionnels et surtout dans les pays avancés, les groupes d'experts peuvent intervenir, peuvent être impliqués dans les activités anticorruption. Il faut miser sur nos connaissances. Nous avons en fait mené beaucoup de recherches et publié un rapport récemment. Si on regarde le contenu, l'efficacité du gouvernement et la lutte contre la corruption sont également présentés et comment nous pouvons faire des évolutions sont tous des sujets compris dans le rapport. L'érosion de la démocratie et l'érosion de la confiance lors des conflits des intérêts sont également inclus. Nos savoir-faire, nos connaissances, si ils sont réunis, les mesures d'intégrité devront être mises en œuvre et nous pouvons attendre de bons résultats. Merci. Merci, Dr. Pangestu. Maintenant, je donne la parole à M. Masatsugu Asakawa, président de la Banque asiatique de développement, ou la BAD. Donc, il est président depuis janvier 2020. Avant, il a été conseiller spécial au Premier ministre du Japon et au ministre des Finances du Japon. Vous avez la parole. Merci de votre introduction chaleureuse. Alors, je tiens à également exprimer mes condoléances profondes à M. Jim Wolfensohn, qui est décédé récemment. Et il a vraiment lutté très vivement contre la corruption. Je suis également très heureux d'être parmi nos collègues aujourd'hui pour cette discussion. Alors, je tiens à vous dire d'abord que le titre
titre ou le sujet de cette conférence reflète très bien les défis actuels auxquels fait face la BAD. Alors, il y a 3 défis principaux. D'abord, la corruption, crime financier et le flux de l'argent sale qui impacte l'économie mondiale. Et cela a également un impact très négatif sur les ressources du gouvernement. Pour surmonter la crise actuelle et également réaliser les ODD. Deuxièmement, les activités de la corruption mises sur les gouvernances et les institutions. Alors, cela est très préoccupant aujourd'hui lorsque le gouvernement essaie de minimiser l'impact socio-économique de la pandémie du COVID-19. Et les citoyens ressentent qu'il y a un fardeau financier plus grand pour utiliser des services publics. Et cela peut engendrer en fait la plainte de la part des citoyens. Alors, le troisième défi, c'est un peu comme les 2 faces de la monnaie, c'est-à-dire il y a une transition numérique qui s'accélère à cause du pandémie. Donc, il y avait des confinements actuels récemment, mais il y a des acteurs qui exploitent en fait des nouvelles technologies pour faciliter le flux financier et pour cacher la richesse ou l'argent. Alors maintenant, je vais discuter 3 chemins ou 3 méthodes employées par la BAD pour accroître la vérité, la transparence et l'intégrité avec nos membres. Donc, ceci est en ligne avec nos règles pour catalyser les flux d'informations financières et de s'échanger plus d'informations. Alors, des institutions financières internationales doivent prendre l'exemple. Donc, il faut faire le monitoring d'intégrité et promouvoir la transparence dans nos transactions. Il ne faut pas baisser la garde et il faut qu'on contrôle bien nos projets ou de programmes pour minimiser le flux illicite de l'argent. Il faut également protéger cela et la BAD prend des étapes très solides en ce qui concerne le marché public et la gestion des projets. Donc, nous essayons d'identifier des risques liés à l'intégrité et nous essayons d'identifier des individus ou des entités à haut risque. Nous contrôlons et nous enquêtons des plaintes concernant la corruption dans nos projets. Malgré le confinement, la BAD a continué à poursuivre nos enquêtes de manière efficiente et efficace en utilisant les technologies numériques et les enquêteurs sur le terrain. Donc, lorsqu'il y a une violation de notre intégrité, il y aura des sanctions imposées. Donc, je suis convaincue que la transparence est primordiale parce que ça permet aux parties prenantes de faire le screening ou faire l'enquête. Donc, c'est pour ça que nous publions tous nos documents disponibles pour le public. Et je suis très fière de vous dire que la BAD a un index ou un classement très supérieur en termes de l'indice de transparence publié par la Banque mondiale. Deuxièmement, la BAD doit continuer à s'échanger des informations pour restaurer la confiance publique dans les institutions. Donc, il faut vraiment accroître la précision des données et également la transparence de déclaration des activités soupçonneuses. Donc, nous avons mené des réformes pour renforcer les efforts contre le blanchiment d'argent à Bhutan. Nous avons également mis en place des solutions de l'intelligence artificielle pour lutter contre la corruption. La BAD soutient également la chaîne d'approvisionnement pour accroître la capacité de nos banques partenaires pour que les banques puissent mieux détecter et identifier les blanchiments d'argent qui représentent 80% des flux illicites d'argent annuels. Troisièmement,
Les institutions financières doivent utiliser leur pouvoir pour promouvoir le partenariat et mettre en œuvre les normes internationales. Il faut vraiment coopérer de manière fiscale pour améliorer les économies, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous savez bien que les gens qui évitent les taxes ou déclarations fiscales essayent de basculer ou transférer l'argent d'une juridiction vers une autre juridiction. Afin de résoudre ce problème, il est indispensable pour mener une coopération et la BAD peut jouer un rôle primordial. Nous sommes en train de construire un nouveau hub pour renforcer la coopération fiscale dans la région asiatique. Alors, l'un des objectifs de ce hub est en fait renforcer les initiatives liées à la coopération fiscale, surtout renforcer la transparence et s'échanger davantage des informations pour identifier des paradis fiscaux, etc. Donc, pour ce hub, nous allons travailler de manière étroite avec l'OCDE, le Forum mondial économique et avec d'autres administrations ou autorités, aux agences bilatérales en matière de fiscalité. Et il est très important de renforcer le partenariat. Et la BAD et 4 banques multilatérales internationales reconnaissent bien que le partenariat est très important, mais aussi la sanction est importante à imposer lorsqu'il y a des violations de droits ou violations de normes. Je suis convaincue que cette coopération internationale va renforcer l'intégrité, la vérité et la transparence. Donc, ceci est un domaine primordial pour renforcer, pour accroître ou pour atteindre les ODD dans l'avenir. Merci beaucoup. Monsieur le Président Asakawa, vous avez parlé de l'évasion fiscale. Maintenant, nous allons inviter Monsieur Borge Prende, président du Forum économique mondial. Il est président depuis 2017 et avant d'assumer la fonction du président, il a été le ministre industriel, environnemental en Finlande. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le comité d'organisation de l'IACC d'avoir tenu cette conférence opportune. Comme l'a été évoqué Madame Georgieva, je voudrais envoyer mes condoléances au Jim Wolfensohn. Je pense que nous devons continuer nos luttes contre la corruption. Elle est comme l'éléphant dans la chambre. Il est temps de faire des efforts colossaux pour lutter contre cette corruption. En ce moment, face à cette pandémie de COVID-19 et face à des incertitudes économiques, nous sommes en train d'identifier comment surmonter cette crise. La bonne nouvelle, bien sûr, en fait, elle n'est pas arrivée, mais je pense que nous avons une lueur d'espoir qui clignote à la fin de ce tunnel pour surmonter cette crise. Les difficultés entassées doivent être résolues, c'est-à-dire l'éradication de la corruption. Donc, la société économique doit être plus inclusive, plus durable, être à même de créer des emplois. Et le Forum économique mondial inclut la transparence, la confiance et la responsabilisation pour créer des programmes. C'est pourquoi cette conférence revêt une importance particulière. Comme l'a été invoqué par d'autres intervenants, nous avons besoin des mesures. 500 milliards de dollars sont en train de perdus.
dissipés et nous avons des difficultés de distribuer des médicaments et des équipements médicaux. Et chaque année, l'économie mondiale 36 milliards de dollars sont perdus. C'est un tiers de 10 000 milliards de dollars. Et en fait, donc, cet un tiers est dissipé. En fait, il devait être destiné à une relance, à des relances économiques. Le caractère sain, la santé de notre société, de notre économie est primordial. Il faut redoubler nos efforts pour lutter contre la corruption. Et donc, je voudrais vous parler des trois missions primordiales. Il faudrait réfléchir de façon systématique et agir collectivement. La corruption transfrontalière rend la situation d'autant plus complexe. Donc, une coopération efficace doit être mise en œuvre entre les pays et entre les parties prenantes. Nous avons écouté beaucoup de cas allant de la corruption du parquet et d'autres parties prenantes sont impliquées intercontinentalement et transfrontalièrement. Nous avons créé un conseil public-privé pour induire une mobilisation plus grande des parties prenantes. Nous avons créé en 1995 une plateforme qui vise à renforcer la transparence et la confiance. On l'appelle PACI, qui réunit les 100 entreprises mondiales et les représentants de la société, du milieu académique, politique et sociétal, et ils mettent en œuvre des approches anticorruption. Il faut surtout mobiliser la société civile et les nouvelles technologies. Sans ces dernières, nous ne pouvons pas arriver à notre objectif. Les entreprises sont nos partenaires pour résoudre ces problèmes et pour lutter contre la corruption. La numérisation financière donne de nouveaux défis. L'IA, les big data et la chaîne de blocs offrent des valeurs à des gouvernements et jouent un rôle pour supprimer nos fragilités. Par exemple, la chaîne de blocs, le Forum économique mondial a noué un partenariat avec des organismes d'audit de Colombie et d'autres pays pour utiliser la chaîne de blocs pour améliorer l'approvisionnement public. Et donc, avec ces efforts et cette gouvernance, nous pouvons renforcer la vérité, la transparence et la confiance. Dernièrement, il faut mettre à profit la matrice d'ESG concernant la gouvernance. Plusieurs entreprises mettre en œuvre ce programme d'ESG, donc de l'environnement de société. Et donc, dans la réunion de développement durable, nous avons fait un rapport de la bonne utilisation de matrice ESG par les entreprises. 120 pays et les entreprises les utilisaient de façon souhaitable et quelques entreprises les reflétaient dans leur conduite et ils l'ont compris dans leur rapport. Bien sûr, tout ça c'est important, mais plus que tout, la gouvernance est primordiale. Environ 500 millions de dollars sont perdus et en fait, ils devaient être utilisés dans le secteur santé et il faut vous rappeler de ce point-là et c'est la fragilité et c'est également la fragilité de ce secteur. Si on continue dans ce chemin, nous pouvons rendre nos meilleurs à travers des nouvelles ressources. Merci.
Alors, nous avons eu 5 interventions, la Banque mondiale, l'OCDE, le Forum mondial économique mondial, la Banque asiatique de développement et le Fonds monétaire international. Nous avons également eu des interventions du secrétaire général des Nations unies. Alors maintenant, nous allons en profiter pour poser des questions à nos intervenants. Je vous rappelle, notre audience, que vous avez l'opportunité de poser vos questions ou commentaires dans le chat. Et s'il y a des moments importants, nous allons en fait répondre à vos questions plus tard. Alors, j'en profite pour poser quelques questions. D'abord à Monsieur Gouria de l'OCDE. Vous avez indiqué dans votre intervention que l'OCDE est en train de lutter contre les crimes financiers et également lutter contre le détournement de fonds du public. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement élaborer ce que vous êtes en train de faire pour renforcer la transparence fiscale ou transparence de taxes? Alors, nous avons quelques exemples. Donc, l'exemple le plus représentatif, c'est ce qu'on appelle échange automatique des informations. C'est-à-dire, il y a centaines de pays qui s'échangent des informations liées aux taxes. Donc, de 84 millions de comptes bancaires et ces 84 millions de comptes bancaires vaut 10 000 milliards d'euros. Donc, ça fait 11 000 milliards de dollars. Alors, cela représente la moitié de l'économie des États-Unis, pour le mettre en contexte. Alors, comment ça se passe? Pourquoi c'est possible? Alors, ces centaines de pays et centaines de juridictions s'échangent sur des informations à travers l'OCDE. L'OCDE joue un rôle intermédiaire pour livrer des informations pertinentes qui sont codées. Donc, on ne peut pas vraiment les voir. Seuls les pays de destination peuvent les voir ces informations. Et aujourd'hui, au bureau par exemple, du chef des taxes en turc, donc tous les Turcs qui ont des comptes bancaires à l'étranger, donc on peut avoir la liste de tous ces titulaires de comptes. C'est pareil au Mexique. Donc, tous les Mexicains qui ont des comptes bancaires à l'étranger, pareil pour les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Donc, il y a vraiment une place pour cacher votre argent. Donc, il s'agit vraiment d'un avancement très grand en ce qui concerne la transparence. Alors, ça va continuer à être comme ça dans les années à venir. Donc, il y aura plus de résultats à obtenir et cela va également avoir un impact sur la population, surtout un impact sur les gens qui n'arrivent pas à cacher leur argent. Et il y a 107 milliards de revenus qui ont été générés à cause de ceci. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de pays qui sont impliqués et les gens savent bien qu'on ne peut pas cacher notre argent. Donc, en fait, ils disent comme ça, Monsieur la taxe ou Madame la taxe, est-ce que, en fait, mon assistant a oublié de déclarer les impôts? Donc, ils ont envoyé des papiers, etc. Mais là, je suis là, prête pour payer des impôts. Est-ce que c'est possible? Donc, voici 107 milliards d'euros qui ont été générés et nous sommes en train de normaliser. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent normaliser la situation. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la taxation de l'économie numérique est aussi importante. Donc, l'économie mondiale devient de plus en plus numérique, numérisée. Comment est-ce qu'on peut imposer des taxes?
parce que, en fait, ça rétrécit un peu la base de taxes. Nous sommes en train de travailler avec 137 pays. Il y a des négociations en cours, donc jusqu'à mi-2021, nous pouvons en fait avoir un accord pour, en ce qui concerne comment on peut imposer des taxes sur l'économie numérique et comment on peut en fait mettre en place un régime minimum de taxation pour que les entreprises puissent essayer d'arrêter en fait d'avoir un meilleur deal sur le marché en ce qui concerne la taxation. Donc, il y a le digital d'un côté et les entreprises de l'autre côté. Donc, voici deux exemples très importants. Et en dernier lieu, pour les pays tiers, pays en voie de développement, les inspecteurs des taxes sans frontières, ce qu'on fait, c'est que on prête donc, on essaie d'apporter un soutien aux pays en voie de développement qui sont en train d'interviewer ou qui sont en train de négocier les audits des entreprises multinationales dans leur propre pays. Et ils sont aidés par les experts sur le terrain, et les experts dans le domaine de la comptabilité et de la taxation qui ont déjà produit à peu près 1,6 milliard d'euros dans les contributions d'évaluation et dans le cadre des projets. Et nous avons centaines de projets qui sont en cours et il y aura beaucoup plus qui vont venir. Donc voici les individus et les entreprises et les pays en voie de développement et les projets concernés pour renforcer la transparence, lutter contre la corruption et bien sûr, évidemment, générer plus de revenus qui sont vraiment nécessaires ces jours-ci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons poser la question à Madame Marie Pagnesto de la Banque mondiale concernant l'agenda 2030 et l'action de la transparence. Quels efforts sont versés? Merci pour votre question. Tout d'abord, ce qui est urgent maintenant, c'est comment ces fonds urgents et les plans de relance de la sécurité sociale peuvent être bien utilisés. Il faut bien utiliser ces fonds qui ne soient pas capturés et les approvisionner aux personnes dans le besoin. Ce sont nos priorités actuellement. Et il faut une réponse prompte, mais la responsabilisation et le mécanisme de gouvernance doivent venir pour contrebalancer l'équilibre. Alors, et aussi la gestion de suivi après est importante. Il faut saisir cette crise pour le rendre une opportunité, pour réformer le système d'approvisionnement public et pour mener une surveillance plus large. Ce serait possible avec la mobilisation de la société civile. Nous avons déjà fait l'expérience avec le COVID-19. Comme on ne peut pas se rendre sur le terrain, nous sommes en train de suivre le terrain grâce aux yeux des activistes et des habitants sur le terrain. Et aussi, nous soutenons les décideurs politiques pour bien prendre des décisions utiles. Notre pays aussi a eu une crise. En fait, les décideurs politiques prennent des décisions parce qu'ils doivent le faire, mais il faut les soutenir pour qu'elles puissent prendre des décisions judicieuses et on peut y arriver avec le renforcement de la responsabilisation. Indépendamment du COVID, nous sommes en train de mener des efforts dans plusieurs domaines et nous constatons des résultats concrets. Et nous utilisons des technologies nouvelles pour identifier les situations. Il faut aller au-delà des frontières pour traiter la corruption et au-delà
au-delà de la politique et surtout regarder de près la corruption dans les organismes financiers. Et nous avons un rapport qui comprenne les luttes contre la corruption et les éléments proches de la croissance durable. Je voudrais souligner quelques points rapidement. Tout d'abord, il faut renforcer la transparence de haut niveau. Et pour ce faire, nous avons préparé une initiative avec l'Office des Nations Unies contre la drogue. Et nous veillons à bien identifier les propriétés effectives avec nos partenaires du milieu académique. Nous menons des projets en collaboration concernant la commande publique et donc pour une meilleure prise de décision en la matière. Tous ces efforts concourent au renforcement de notre transparence et une fois encore, la technologie améliore pour la passation de marchés publics. La corruption de grande échelle et la captation impliquent les bancaires et les comptables, et surtout aussi les organismes financiers dans les pays avancés. Et les efforts sont effectués dans ce domaine également. Les pratiques de pots de vin sont également des sujets de nos efforts pour éradication. L'amélioration de la fiscalité est aussi un thème important pour nos efforts pour gérer efficacement la corruption fiscale. Et nous sommes en train d'identifier les préoccupations majeures dans la corruption, la politique, les affaires, donc en englobant tous les domaines, et la captation de l'État, etc. Et dans ce processus, nous mettons en œuvre des approches concrètes et réalistes. Et également, les normes et les standards internationaux nous sont d'une grande aide. Avec nos partenariats, nous mettons en œuvre des approches cohérentes pour améliorer les luttes contre la corruption. Nous avons des exemples concrets. Nous avons mis en œuvre des guides 2020. Donc, comment gérer les parties prenantes est aussi un sujet. Et la semaine prochaine, nous allons publier un autre document concernant les initiatives concernées. Et avec les pays, en nous basant de cette coopération, nous allons continuer nos efforts anticorruption et nous allons éradiquer la corruption dans nos projets de financement fournis par notre institution. Et ainsi, je pense qu'on pourra contribuer à résoudre les problèmes et renforcer l'intégrité. Merci. Alors, Monsieur Asakawa de la BAD, alors qu'est-ce que la BAD fait? Donc, on veut savoir ce que vous faites ou la BADB fait pour trouver un bon équilibre entre le soutien et également entre la recouvrance de la confiance publique, surtout lors de la pandémie du COVID-19. Avant de répondre à votre question, alors j'aimerais bien ajouter une chose de ce que je viens de dire concernant la transparence fiscale. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que actuellement, nous avons introduit un système. Donc, en fait, au moins une fois par an, les autorités fiscales s'échangent des informations sur les taxes ou les informations liées aux taxes concernant les individus. Et ce qui est très magnifique, c'est que je vous ai dit, il y a centaines de pays qui sont impliqués. Donc, centaines de pays, en fait, englobent tous les paradis fiscaux, donc, y compris le Panama. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question si le Panama est inclus dans ce réseau mondial. Oui, le Panama est inclus.
Alors, on me demande souvent pourquoi les paradis fiscaux participent dans cette initiative. Alors, ma réponse est suivante. En fait, le paradis fiscal reconnaît très bien cette tendance mondiale pour renforcer la transparence fiscale initiée par l'OCDE. Donc, si les paradis fiscaux n'y participent pas, en fait, ils seront exposés à un coût de réputation. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle les paradis fiscaux y participent. Donc, les juridictions de paradis fiscaux. Donc, la plupart d'entre eux participent dans cet échange automatique des informations, donc dans ce réseau. Et il y a 135 pays qui y participent. Alors, Ruben, je me viens de dire que Asakawa était le président de ce comité qui a initié tout. Donc, en fait, c'est à lui de dire en fait qu'il est responsable parce qu'il a tout commencé. Oui, c'est vrai que j'ai pris l'initiative. Donc, je vous remercie d'avoir soulevé ce sujet très important. Aujourd'hui, la BAD a annoncé que 20 milliards d'euros de package, dont nous l'avons annoncé cette année, et aujourd'hui, nous avons déjà engagé 14 milliards sur 20 milliards. Alors, voici quelques étapes que nous avons prises pour accroître la livraison rapide des services et d'utilisation de fonds pour répondre au COVID-19. La BAD a réduit la procédure de projet, c'est-à-dire que nous avons vraiment éliminé des étapes intermédiaires, c'est-à-dire toutes les tâches administratives. Donc, nous avons en fait réduire le programme de la mise en œuvre de programmes de 3 semaines à 1 semaine. Nous avons facilité l'approvisionnement des équipements ou des objets d'équipement des médicaux. Et l'ADB s'est engagé dans un partenariat stratégique avec une agence internationale qui, en fait, distribue des soutiens aux pays en voie de développement au lieu de la BAD. Et la BAD travaille pour promouvoir la bonne gouvernance et la bonne gestion des finances. Donc, nous veillons à ce que le processus de la livraison de services soit très rapide et nous sommes en train de revoir tous nos projets et nous essayons d'avoir de retours sur nos projets à travers l'ensemble du portefeuille de nos projets. Et dernièrement, la BAD a renforcer notre gestion de risques liés au projet. Donc, OIA a identifié 19 projets pour, en fait, résoudre les vulnérabilités liées à l'approvisionnement et la gestion des projets. Et ce bureau mène des enquêtes lorsqu'il y a de fraude dans le domaine des activités financières de la BAD. Donc, voici quelques initiatives qu'on est en train de faire pour promouvoir la transparence. Oui, merci, Monsieur le Président Asakawa. Monsieur le Président Brendan du Forum économique mondial en tant qu'organisation internationale se concentre sur le PPP. Comment la pandémie a affecté la collaboration entre les parties prenantes, surtout dans cette pandémie? Est-ce que c'est en train de se dérouler correctement, même dans la pandémie? Merci pour votre question. En fait, l'importance du PPP est d'autant plus soulignée pendant cette période de pandémie. C'est pour la reprise durable. L'ensemble des investissements doivent être continués. En ce qui concerne les financements, on doit vérifier s'ils sont correctement utilisés
Et donc, pour réaliser l'anticorruption et la non-corruption, on doit mobiliser la société civile et le privé. Plus de 100 entreprises ont participé à cette plateforme. Donc, au-delà de la législation de chaque pays, ils respectent les principes de cadre et font preuve de leadership. Et ils ont fait preuve d'une détermination ferme de la non-tolérance, zéro tolérance contre la corruption. Et aussi la neutralité carbone d'ici 2030 et d'ici 2050 sont l'objectif des entreprises, donc indépendamment des objectifs nationaux. C'est pareil pour la corruption. Les sociétés civiles et les entreprises peuvent mener les mêmes efforts et les contribuables doivent user les technologies pour renforcer la transparence. L'IA, la chaîne des blocs peuvent faire beaucoup de choses et imaginer leur potentiel pour prévenir, empêcher la corruption. Donc nous avons une grande opportunité devant nous et je vous prie de nous faire confiance dans le Forum économique mondial. Le conseil d'administration de notre forum, nous avons donc un conseil d'administration et recevons beaucoup de soutien. Donc, je vous prie pour votre confiance. Et nous allons également compter sur vous pour votre soutien. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre vision de 2030, donc la vision 2030 du FMI? Alors, ce que je vais voir dans 10 ans à venir pour nos enfants, c'est vraiment un monde qui est durable, qui est équitable, inclusif, où tout le monde peut en fait exercer leur potentiel. Donc, c'est pas vraiment difficile à le définir parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble de réfléchir sur les ODD qui nous rassemblent. Mais j'aimais bien également reconnaître deux choses très importantes ou deux tendances importantes. D'abord, ce sera en fait le monde sera vraiment centré sur le choc, c'est-à-dire que en fait nous avons cette crise et nous allons pouvoir le prévenir pour que cette pandémie devienne en catastrophe. Mais dans l'avenir, nous pouvons nous faire face à d'autres catastrophes. Et on sait très bien que le monde change très rapidement. Donc, nous assistons à une accélération énorme, surtout pendant cette crise, comment les technologies impactent la manière de vivre. Donc, tout cela, ça va s'accélérer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et qu'est-ce que ça veut dire pour les organisations internationales? Donc, c'est-à-dire qu'on doit d'abord réfléchir sur comment bâtir une résilience des gens, des communautés, des sociétés, pour que nous puissions en fait s'adapter au changement pour la meilleure vie des gens. Et je veux bien dire une chose. En fait, nous sommes dans une récession et en fait, nous avons l'habitude de bâtir un système bancaire solide. Donc, en fait, lorsqu'il y avait une crise financière dans le passé, nous avons en fait essayer de renforcer le système bancaire et 10 ans se sont écoulés et aujourd'hui nous avons un système bancaire qui est très solide, qui fonctionne très bien et malgré cette crise. Donc même avec cette crise, nous avions moins de peur concernant la durabilité de notre système bancaire. Et maintenant, la tâche devient de plus en plus difficile et complexe. Donc, il faut qu'on ait des peuples qui sont plus résilients en termes d'éducation aussi. Il faut répondre mieux aux chocs. Il faut parler de la résilience de la planète, de l'écosystème aussi et du climat. Et nous avons besoin de ces communautés résilientes.
Donc, il faut une communauté qui a de force. Donc, pour nous, la résilience, c'est reconnaître le fait que si on n'a pas de confiance dans notre société, ça va être très difficile d'atteindre ce monde résilient et durable. Donc, je suis optimiste pour une raison. En fait, nous sommes tous impactés par cette pandémie et cette crise, mais il faut réfléchir sur ce qui nous importe, qui est important dans notre vie. Alors, c'est notre famille. Et pour moi aussi, le fait que je peux pas nuire à mes grands-parents. Ça me brise le cœur. Et je pense que c'est pareil pour les autres gens aussi. Alors, ce qui nous importe, c'est notre santé. Ce qui nous importe, c'est cette simple reconnaissance que nous sommes très puissants et nous sommes tous interconnectés. Donc, je pense que nous allons passer à l'année 2021 avec une perspective pas si sombre. Donc, je pense qu'il nous faut une détermination de transformer notre société pour que la société soit plus inclusive, plus équitable et plus juste. Et pour que la société où le fondement pour 2030 est meilleur et n'est pas problématique. Martin Luther King a dit le suivant. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus, mais il est très... En fait, l'univers est long, mais en fait, l'univers ou le monde se courbe vers la justice. Le monde se courbe ou s'incline vers la justice. Et c'est ce qu'on aimerait bien voir pour que le monde devienne de plus en plus résilient et juste. Et nous avons tous la responsabilité vis-à-vis cette vision. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention vraiment très intéressante. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. Je vous remercie pour vos réponses. Monsieur Lifiuka, je vous remercie pour votre rôle de modérateur. Il est temps de clore notre session, notre séance. Je vous sollicite pour votre considération et compréhension. Merci pour votre partage de connaissances et pour votre temps précieux. En fait, on n'a pas disposé suffisamment de temps pour discuter en profondeur de cette thématique vraiment très vaste. On n'a pas pu diffuser en direct la séance d'ouverture, la cérémonie d'ouverture, mais nous allons le rediffuser. Merci beaucoup encore pour votre participation. Nous allons bientôt continuer avec le thématique de nouvelles normes de transparence pour la paix et la justice sociale à 14h GMT à 23h KST. Merci beaucoup pour votre intérêt continu.